c'est parti, mon kiki. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et les acteurs s'animer en même temps. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Oui, ok, d'accord. Je sens que vous ne le sentez pas une fois de plus. Pourtant, je fais des efforts. C'est tous les jours des chansons différentes. Parce qu'au début, je chantais serre, serre, ouvre-moi, ou le Covid me tuera. Lapin, lapin, reste bien dehors. Et tant pis pour toi. Ah, il avait qu'à se protéger, hein. Vous avez remarqué un truc, c'est que depuis que l'État nous demande de réaliser les masques qu'ils ont promis qu'ils nous donneraient tous les jours, on peut payer nos impôts en biais de Monopoly. C'est un juste retour des choses, quoi. Ils nous prend pour des cons, il n'y a pas de raison qu'on ne les prenne pas pour des cons, hein. Normal. Enfin bon, ça va, je vais arrêter tout de suite parce que je sens que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, je parle de rosé. C'est pour ça que j'ai une chemise avec des roses, une chemise rose. J'ai décidé d'assortir, oui, parce que vous m'avez fait des remarques à propos de mes t-shirts, mais au bout de 33 jours, j'ai fait le tour de mes t-shirts, j'ai plus de t-shirts. Et à moins que le château de Biou ne se mette à faire des t-shirts assortis à leurs bouteilles et tous les vignerons de Wallonie me fournir en t-shirts, ce qui n'est pas non plus forcément gagné. Déjà, à ma taille, c'est un génocide de coton, il faut y penser. Donc, je mets des chemises assorties aux bouteilles. Et, vous avez vu le travail, hein? Alors, celui-ci, c'est donc un José, ça se voit, hein, parce que là il est frais, mais c'est un José, ça se voit très bien. La bouteille n'est pas sablée. Il s'appelle Brut des Houillères. Au nord, c'était les corons. Le ciel, c'était l'horizon. Ben, oui, les houillères. Qu'est-ce que c'est qu'une houillère, hein? On peut avoir des genouillères. Ça, c'est quand elles viennent de naître. C'est ce qu'on appelle des jeunes houillères. Ou alors, on peut avoir des vieilles houillères, mais ça n'a rien à voir. Une houillère, donc, c'est sans doute probablement un endroit où on retirait de la houille. Le plus dur, c'est d'enlever la peau. La peau de mes houilles, ça, c'est un truc qui n'est pas facile à enlever. C'est non pas un terroir carbonifère comme on pourrait le croire, mais un terroir de schiste. Le château de Biou est probablement le premier domaine viticole en Wallonie à travailler vraiment du parcellaire et à le revendiquer. C'est-à-dire qu'on a, dans les vins tranquilles, on a la Batte de la Reine, les Mossia, etc. Et comme ça à chaque fois. Et c'est à chaque fois une zone différente, une vraie parcelle, vinification parcellaire, ce qui n'est pas inintéressant du tout, pardon. Et ici, c'est la même chose dans le Brut des Houillères. Particularité, décidément, je m'emmène les pieds dans le tapis. Aujourd'hui, on est encore avec un vin fait à base de cépages interspécifiques. Je viens d'avoir une conversation cet après-midi avec un autre producteur de vin bien connu en Belgique qui se trouve à Liège, puisque ce sont les vins de Liège, et je discutais avec Alec Boll qui s'occupe de la cave, et on parlait interspécifique, et nous sommes d'accord, lui et moi, et je sais que Vanessa qui nous regarde est assez d'accord là-dessus, et il y en a quelques autres aussi, en disant que c'est probablement l'avenir le plus évident pour la viticulture wallonne aujourd'hui. D'abord parce que c'est multirésistant à jouer comment dirais-je, de produits chimiques. Il faut pas changer la structure des sols, il faut passer moins en tracteur, on abîme moins les sols, etc., etc., etc. Ici, à Bio, on est en conversion bio, enfin c'est une bio maintenant depuis cette année, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc à partir du millésime 2019, c'est déjà bio, à mon avis. Et c'est un travail qui est un travail de longue haleine pour arriver à faire du bio, voire de la biodynamie. Mais il faut savoir que bio et biodynamie sont des techniques qui permettent de réagir, mais pas de prévenir. Et il vaut mieux avoir des cépages multirésistants, ça permet de réagir et en prenant moins de risques que sur des cépages classiques. Dans nos climats, c'est pas évident. Vous voyez, des jours comme maintenant, il pleut, ça va. Il a gelé il y a 2 jours. Alors, multirésistant, ça tient pas mieux au gel que les autres, hein, on est d'accord. Mais par contre, on peut avoir de l'oïdium, du mildiou, on peut avoir des viroses. Enfin, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Donc voilà. Un rosé, je vous ai montré la bouteille. Maintenant, il faut que je l'ouvre. Je vous rappelle une fois de plus qu'on n'ouvre pas les bouteilles comme des boyards, qu'on enlève le dessus de la coiffe, que l'on tient le muselet comme ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le muselet, le petit truc métallique. On le tient comme il faut avec sa main la plus forte. Et avec sa main la plus faible, on dévisse. Et on ne lâche pas. On ne lâche surtout pas. Ça doit faire le bruit on dit, d'un pet de nonne. Et encore, hein, c'est une jeune. Voilà, un grand maximum.
On évite le côté je laisse partir le bouchon parce que même dans les boxons, le long de la Nationale 4, ils ont arrêté de le faire. C'est vous dire que c'est ringard, d'accord? Vous me direz faire péter des bouchons de cidre Stassen, évidemment, c'est... Non, ils font plus ça, c'est du... Oh, c'est autre chose, c'est pas du Stassen sur la Nationale 4. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je ne suis plus allé par là. Dans ces maisons, vous voyez, où on accueille les gens le soir, des relais routiers avec des lampes rouges et bleues, où il y a d'accortes jeunes femmes en tabouret. Et c'est à peu près tout ce qu'elles portent. Enfin, vous voyez, vous me suivez? Donc, cela dit, voilà. Alors, un rosé. Un rosé, qu'est-ce que ça de particulier? C'est joli! Oui. C'est bien pour la fête des mères? Oui. Pour la Saint-Valentin? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Le rosé a des caractéristiques organoleptiques. Si les mots sont compliqués, vous les notez et vous me demandez à la fin et je vous réexplique. Hein. Des caractéristiques organoleptiques particulières. Et rosé, donc, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Donc, ne les servez pas glacés, servez-les dans des verres qui leur donnent l'occasion de s'exprimer, c'est important. Ici, l'assemblage, on est avec du pinotin et du cabaret noir. Cabaret noir, c'est un truc... voilà. À Venise, il y avait le carnaval noir, qui est une... Vous avez entendu parler du carnaval noir? C'est une histoire de fou. Hein. À la fin du XVIe siècle, ça a duré quelques mois. On l'appelle le carnaval noir parce que ça a démarré au moment du carnaval de Venise. Il y a eu une série d'assassinats euh, incompréhensibles, enfin, qui étaient compréhensibles avec le temps, mais à l'époque qui étaient incompréhensibles, et qui survenaient après un schisme qui était le Christ à 6 doigts. C'est un truc incroyable qui a traversé l'Italie au XVIe siècle. Et on disait que le Christ avait 6 doigts à chaque main. Mais pas possible, hein? On n'avait pas encore pété la centrale de Tchernobyl. Donc le Christ de Tchernobyl n'existait pas. Hein, donc c'était une crise de nerfs. Et ça n'a pas été, ça n'a pas plu aux gens. Enfin bref. Donc cabaret noir et pinotin. Particularité ici, on n'est pas sur un assemblage de blanc et de rosé. La seule région en appellation contrôlée en Europe où il soit légal de faire du rosé en mélangeant du blanc et du rosé, et du rouge, pardon, c'est la Champagne et les créments. Toutes les appellations de créments ont le droit de faire des rosés en assemblage de blanc et de rouge. Et puis il y a des rosés qu'on appelle des rosés de saignée, c'est-à-dire on va soutirer une partie de la cuve plus tôt que la macération totale, pour avoir plus de couleurs dans ce qui va rester, et on va utiliser ce rosé, soit pour faire du rosé, soit pour faire du clairet, soit pour faire des bulles. Et puis aussi, il y a un pressurage direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser macérer longtemps les pots, on utilise l'entièreté de la cuve, c'est le cas ici, pour faire du rosé. On destine l'ensemble de la cuvée à faire du rosé. Qu'est-ce que ça change? Entre le pressurage direct et la saignée, pas énormément. Entre l'assemblage et la saignée, enfin le pressurage, énormément. Parce que dans l'assemblage, on va contrôler la couleur. C'est pour ça qu'on peut le faire, parce que dans le rosé, il y a cette notion commerciale aussi. On va identifier une maison par l'intensité de sa couleur. Si vous achetez un champagne, on va parler champagne, si vous achetez un Veuve Clicquot rosé, c'est une couleur, c'est un rosé moiré, vieille soie, etc. Si vous achetez un Piper 86, c'est flashy, même en boîte de nuit, on voit la bouteille directement. Si vous achetez du Laurent Perrier rosé, il a une couleur très particulière, et les vins sont identifiables rien qu'à leur robe dans leur jeunesse. Quand on fait du rosé de pressurage, eh bien, ça va dépendre de ce que la nature a donné. Sur des années de forte maturité, on aura des rosés plus denses. Sur des années de moindre maturité, il faudra que le vigneron compense pour avoir exactement la même robe. Et en fait, on n'a pas exactement, on a des nuances plus importantes. C'est un choix. Par contre, ça permet d'avoir une aromatique totalement différente aussi. Ici, ce sont les cépages rouges qui s'expriment en plein. Je commence à devenir vraiment chiant quand je parle sérieusement. Hein. Moi, ça me fait peur. Hein. C'est un truc... j'ai pas l'habitude. Alors, on remarque que la bulle est fine et régulière, bien entendu. Le collier est bien présent. Il faut parler du collier. Hein. Parce qu'ils ont une cuvée au château de Biou qui s'appelle Batte de la Reine. Et donc, le collier de la Reine. Et on revient dans les Trois Moustiquaires avec Porthos, avec le dessert, chez Nénène. Et vous vous souvenez, hein, le collier de la reine, les ferrets de diamant, My Lady, etc., etc., les méchants et les gentils. Vous savez que D'Artagnan est mort au siège de Maastricht.
On reste dans le coin, on n'est jamais loin. Hein. Non, je sens que je vous ai perdu. Donc le collier, c'est ce qui est là au bord. Hein. On parle de ça, ça dépend de la façon dont le verre est lavé. Ici, les verres sont lavés à la main par des vierges à l'aube dans de l'eau tiède vinaigrée. Enfin, les vierges, elles ont tendance à jouer sur leur téléphone, c'est plutôt les vieux qui bossent, mais bon, enfin bref, à l'aube de toute façon, à l'heure où se couche le vieux. Et donc le collier signifie pas grand-chose, mais c'est joli à regarder. La bulle fine et régulière, ben, ma foi, vous connaissez mon point de vue si vous avez assisté au spectacle. Je connais peu d'effervescents qui ont des bulles qui ne seraient ni fines ni régulières, mais ça peut changer. Vous avez parfois des effervescents qui remplissent la bouche comme ça. Tu prends ta gorgée et alors c'est pas le cas ici, mais tu as l'impression d'avoir que de la mousse dans la bouche comme ça. Tu as l'impression d'être un châssis qu'on doit isoler avec de la mousse extensive. Tu mets le vin dans ta bouche et voilà, ça m'est arrivé, c'est comme ça que je suis devenu comme ça, parce qu'au départ, je faisais 62 kilos et 1m14. On me prenait pour mon frère. Et après, j'ai grandi à cause de la mousse. Bon, donc, ici, la bulle fine et régulière, la robe, vous la voyez, alors on peut la classer comme on veut. Sur le rosé, il faut essayer de voir à quoi ça vous fait penser le plus. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est un rosé pas trop flashy. On a ce côté vieux rose qui est déjà dessus. Je pense que c'est un rosé qui peut un peu évoluer aussi, parce qu'il va encore développer les arômes du pinotin, où on touche quand même au pinot noir. Hein. C'est pas du pinot noir, mais on a des arômes de fruits rouges, cerises qu'on peut trouver dans le pinot noir, et ça ne se développe qu'avec le temps. Le problème avec moi, c'est quand les bouteilles arrivent, je les ouvre pour vous les montrer. On n'a pas le temps de vieillir. Hein. Je vais être obligé de me faire une cave murée avec un code que je ne connaîtrai pas. C'est pas con ça comme idée. Je vais réfléchir à ça. Alors ensuite, on met le nez dans le verre. Là, le verre c'était bien aéré. Il y a un petit côté fraise, normal, bio, on n'est pas loin de Louis-Pion. Le terroir qui parle, hein, madame, bien sûr. Non, il y a un petit côté fraise, il y a un côté fruit rouge qui est très présent. C'est rond en bouche, c'est pas l'ultra brut. Vous savez, hier, on a goûté l'ultra brut. Aujourd'hui, c'est un peu plus riche, un peu plus dense. C'est plus un crément de Wallonie de table, dirais-je, pour accompagner des viandes froides. Moi, je mettrais ça avec du vitello tonato. Une spécialité wallonne, une porchetta froide. Bah oui, une porchetta. Je vous raconte juste un truc à propos de la porchetta. Je donnais cours en promotion sociale, ça porte un autre nom maintenant, parce qu'on ne dit plus ça, technicienne de surface. Promotion sociale à Pont-à-Celle. Et ça fait un bout de temps que j'ai commencé là-bas. Et au début, la directrice me dit, tu viens à la Saint-Nicolas? Oui, avec plaisir. On va faire une porchetta. Et je la regarde un peu abasourdie. Et elle me dit, tu ne sais pas ce qu'est une porchetta? Non. Elle me dit, et t'es de la région? Bah, je dis, je suis né à Charleroi, c'est pas de ma faute. Hein. Je suis parti tôt, j'ai jamais rien volé, j'avais 6 mois, je marchais pas. Et puis ils ont rasé la maternité pour être sûr de ne pas en refaire, donc voilà. Et j'ai passé une partie de mon enfance à Anderluy, où je devrais savoir qu'est-ce que c'est qu'une porchetta. Sauf qu'à l'époque, c'était pas encore fort la mode dans les banquets, etc. Donc, d'autant que j'en suis parti, j'avais 10 ans, donc j'ai pas de souvenir. Et j'ai vraiment eu l'air d'une truffe quand on m'a dit tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une porchetta. Et donc j'ai appris que c'était un cochon. Au départ, c'est un cochon de lait. Puis après, c'est un cochon complet que l'on fourre avec du haché, des herbes, etc. Qu'on fait cuire doucement à la broche ou au four si c'est un cochon de lait. Et c'est colossal. Et je trouve que, sans deck maintenant, une des plus belles choses que l'immigration apporte, couche après couche chez nous, c'est l'élargissement de notre culture alimentaire, mais globale aussi, puisqu'on apprend des choses, on connaît des musiques qu'on ne connaîtrait pas autrement, on apprend des us et coutumes qu'on ne connaîtrait pas autrement. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile d'assimiler une génération et de voir des gens qui ne se comportent pas comme nous et on a envie de les rejeter. Mais l'immigration nous a apporté une richesse incroyable et elle passe par la table. Et ça, c'est fantastique. Effectivement, quand vous parlez de macaroni à la cassonade avec Jean-Michel Zeka, vous comprenez bien que ce n'est pas réciproque, l'échange culturel. Il y a des choses qui ne se font pas ou qui ne se disent pas. Mais c'est assez rigolo. Et ce que je préfère encore avec tous mes potes italiens, c'est quand je parle avec eux, quand ils sont 3e, 4e génération. Tu vois, ils sont nés ici, de parents nés ici, etc. Et tu leur dis, mais t'es d'où en Italie? Et le mec te sort un village, mais dans le trou du cul de l'univers. Tu dis, mais t'es né où? Ben, Châtelet. Ah,
Et donc, t'es d'un village en Italie. Oui, non, mais c'est ma famille. Et en fait, c'est assez rigolo parce que ça a ramené plein de trucs. J'ai des copains d'origine italienne qui ont fait du vin comme leur nono. Vous savez, les gens plus âgés connaissent ça. Euh, Au début de l'immigration, de la grosse vague d'immigration italienne, donc à partir de 46-47, ceux qui ont habité dans des baraques, d'où vient malheureusement le terme baraki, euh, il y en a beaucoup qui faisaient monter du raisin. Sur Liège, Charleroi, Mons, dans le Limbourg, etc. Partout, il y avait des grandes communautés italiennes. Et ils faisaient du vin chez eux. Énormément d'accidents au niveau de la vue, au niveau cérébral. Plein de gens sont restés comme des cactus après avoir goûté ce genre de vin parce que c'était quand même des vins un peu bizarres. Mais ils faisaient ça dans leur cave. C'était bizarre pour nos palais, mais eux, c'était le vin de chez eux. Et ils avaient amené ça. Et petit à petit, on a goûté des vins italiens. Le vin italien, grâce à l'influence de tout ce qui s'est passé dans le monde, a évolué aussi, il est devenu moins rustique et il a progressé. C'est ça l'échange, c'est ça l'intérêt. La mondialisation, c'est positif. La globalisation, ça n'a aucun intérêt parce que la globalisation, ça revient à tous bouffer des McDo et à utiliser les mêmes fringues et avoir la même culture monolithique et penser tous de la même manière et croire que si on ajoute de la javel dans nos poumons, on va se faire soigner. Mais ça, c'est quand on est au stade ultime de la globalisation, c'est-à-dire qu'il te reste deux neurones, un pour te tenir debout et un pour pas te pisser dessus en marchant, les autres ne servent plus. Tandis que la mondialisation a de l'intérêt, ça nous éloigne fort du château de Biou, qui est quand même pas très mondialisé, mais ces cépages, comme le pinotin, comme le cabaret noir ou comme d'autres qu'ils utilisent, sont des cépages qui viennent de Suisse, d'Allemagne, etc. Donc on n'est pas resté sur notre petit quant à soi, on a ouvert déjà et les viticulteurs wallons l'ont fait avec beaucoup de talent. Allez, c'était le quart d'heure philosophique de Tonton Riri. Demain, je recommence à dire des conneries, c'est promis. En attendant, una mattina mi sono nato, bella ciao, 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 una mattina mi sono nato e ho trovato l'invasor. Si tu coupes pas, je continue à chanter. Hein.